Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invitée est la romancière franco-belge Diane Ducré. Je crois qu'on lit pour être plus épanoui, pour se questionner, pour se faire peur parfois aussi. Je crois qu'on lit pour se sentir vivant, pour avoir des sensations, pour avoir une vie plus grande que la nôtre, pour tester d'autres existences plus grandes, plus malheureuses, plus enviables que la nôtre. Diane Ducré est une femme qui a déjà connu plusieurs vies, elle. Adolescente, elle a été championne d'équitation avant de renoncer à la compétition suite à un grave accident. Après une longue période de rééducation, elle s'installe à Paris, où elle décroche une maîtrise d'histoire de la philosophie à la Sorbonne. Puis elle entame une carrière de journaliste. Elle travaille pour le magazine Des Racines et des Ailes, pour la chaîne Histoire, pour Europe 1 ou encore le Huffington Post. En 2011, Diane publie Femme de dictateur, un livre consacré, comme son nom l'indique, aux épouses des pires tyrans du XXe siècle. 9 ans après ce best-seller qui lance sa carrière d'écrivain, et presque autant de livres entre-temps, elle est de retour avec La Dictatrice, qui paraît chez Flammarion. C'est un roman d'anticipation qui ravira, je pense, les fans de La Servante écarlate de Margaret Atwood ou du Pouvoir de Naomi Alderman. Nous sommes en 2023 et Aurore Henry, une jeune reporter de guerre française blessée en Irak, assiste médusée à la dislocation de l'Union européenne. Emprisonnée après avoir jeté une pierre au visage de l'un de ses dirigeants, elle devient l'icône d'une nouvelle génération qui va la porter au pouvoir, à ses risques et périls. Diane Ducré décrit un futur proche, mais son roman fait écho de manière troublante au chaos qui secoue notre continent. Le mouvement des Gilets jaunes, le Brexit, la colère des féministes, la tyrannie des réseaux sociaux, et si la dictatrice frappait à nos portes plutôt que prévu. Bonjour Diane Ducré. Bonjour. Vous allez bien ? Pas trop mal pour l'instant, on va voir ce qui se passe. C'est plutôt moi qui devrais avoir un peu peur parce que je suis avec l'auteur de La Dictatrice. Donc j'imagine que... Non, c'est pas un roman autobiographique, rassurez-moi. Ne le faites pas changer de catégorie. Pour l'instant, c'est un roman actuel, voire d'anticipation à tendance dystopique, mais si vous me provoquez, cela peut devenir autobiographique. C'est normal, en France, les romanciers adorent faire de l'autofiction. Et vous, pas vraiment, en fait. Vous aimez bien explorer. Alors, on connaît Femme de dictateur, un livre qui explorait des personnages qui ont vraiment existé, des personnages historiques. Vous ne cherchez pas à vous raconter vous-même. Vous aimez bien aller chercher des histoires dans la grande histoire. C'est un peu ça, non ? Oui, c'est vrai que j'aime bien aller découvrir des personnages féminins, surtout des filles de mauvaise vie, des filles, des femmes qui aiment des hommes, des bad boys, on va dire, pour le dire comme ça, ou enfin en tout cas qui tombent amoureuses d'hommes du tout ou rien, des dictateurs parfois. J'aime beaucoup les femmes plongées dans la guerre avec Les Indésirables, mon précédent roman chez Flammarion. J'aime les personnages au bord de la rupture, soumis à des contingences dramatiques. J'aime les personnages de femmes libres qui vont essayer de trouver leur liberté dans l'amour, à travers la violence, à travers des époques déchirées. Je trouve que c'est extrêmement beau. Pour moi, c'est l'essence du romanesque. Et les femmes sont parfois les grandes oubliées de l'histoire ? Souvent, en tout cas, elles l'ont beaucoup été. C'est vrai que jusqu'à ce que j'écrive Femme de dictateur, l'histoire de la dictature, on l'écrivait beaucoup au masculin, comme si ça ne concernait finalement que les hommes, l'idéologie et le fait militaire. Et puis finalement, avec Femme de dictateur, je crois que beaucoup ont découvert qu'en effet, les femmes aussi participaient à la dictature, soit parce qu'elles en sont les victimes, soit parce qu'elles sont dans le lit des tyrans, dans le cœur des tyrans, et qu'on peut aimer un homme, même s'il s'appelle Adolf Hitler. C'est extrêmement dérangeant pour l'âme humaine, pour l'âme féminine aussi. Mais c'est ce qui a, je crois, plu au public, puisqu'on a vendu le livre, on a traduit le livre en 25 langues. Donc ça les a beaucoup intéressés. Et c'est aussi le sujet de la dictatrice, finalement. La femme aussi participe de la violence, de la dictature, c'est-à-dire elle fait partie à part entière de l'histoire. Alors oui, c'est un personnage fictif. En même temps, on peut s'imaginer qu'elle pourrait exister, qu'elle a tout pour exister, que le terreau social, politique de notre époque, même si ça se passe dans quelques dizaines d'années, aujourd'hui, elle pourrait
elle pourrait naître sur les cendres de ce qu'est en train de devenir l'Europe. C'est même un roman encore plus actuel qu'on ne pourrait imaginer, parce qu'il y a le Brexit qui préfigure un petit peu l'effondrement de l'Europe que vous racontez au début du livre. Comment vous avez construit ce personnage ? Est-ce que vous avez fait un peu d'anticipation en discutant avec des historiens, des politologues qui vous ont aidé à imaginer ce que pourrait être une dictatrice ? Comment ça s'est passé ? Le personnage d'Aurore Henry est né tout simplement parce que je me suis demandé, 100 ans après Hitler, si une femme devenait la première dictatrice de l'histoire. Vous savez que le mot n'existe pas en français, d'ailleurs. Dictatrice, ça n'existe pas, c'est un néologisme. On le féminise, mais ça n'existe pas vraiment. C'est un néologisme, oui. Je me suis demandé, est-ce qu'une femme pourrait être... est-ce qu'un Hitler au féminin, ce serait possible ? Est-ce que 100 ans après Hitler, une femme pourrait reprendre aujourd'hui le rôle de maîtresse d'une idéologie destructrice ? Et c'est cette question qui a un peu fait naître le personnage d'Aurore Henry, qui est une femme complexe. On va parler justement un petit peu d'elle avant de parler du contexte, mais c'est une femme d'aujourd'hui. Le livre commence en 2023. Donc en effet, comme vous dites, c'est presque demain. Il commence dans une Europe déchirée par les inégalités, par le Brexit, dans laquelle les populistes et les nationalistes prennent le pouvoir. Beaucoup demandent la fin de l'Europe, la fin de l'immigration. Il y a énormément de manifestations tous les week-ends. Il y a même un jour un siège devant l'Élysée. Des ministres se font attaquer. Une situation vraiment pré-insurrectionnelle, presque, on pourrait dire. Celle qu'on vit tous en ce moment. L'impression d'être assis vraiment sur des braises et que le brasier ne demande vraiment qu'à partir. Aurore Henry, c'est une jeune femme, une trentenaire, tout comme moi. Une femme d'aujourd'hui, une journaliste de guerre. Son convoi a explosé, a été victime d'un attentat lorsqu'elle était en Irak, en train de couvrir la Deuxième Guerre civile. Elle va être extrêmement blessée, aller à l'hôpital et voir finalement ces zones de guerre qu'elle connaissait arriver peu à peu, subrepticement, en Europe, en France, dans ce pays qu'elle aime. Aurore Henry, c'est une fille d'aujourd'hui qui aime profondément l'Europe, qui aime profondément son pays et qui le voit changer, qui le voit se déchirer complètement. Qui voit surtout une offre politique être inexistante. Elle voit à travers les médias le tous pourri, les fake news, l'ère des Donald Trump, l'ère finalement auquel on ne peut plus croire en rien. La jeunesse ne croit absolument plus en rien. S'il n'y a plus de Dieu, mais s'il n'y a plus non plus de politique, et s'il n'y a même plus de futur, puisque les décisions anti-écologiques et capitalistes qui ont été prises ont détruit le monde, alors on n'a plus rien pour nous sauver. Et elle ressent vraiment une colère forte. Et qu'est-ce qui va se passer le premier jour, finalement, la première scène du livre ? Les 27 dirigeants européens sont réunis à Munich pour démanteler l'Europe. Ils sortent, après cette réunion, ils se congratulent en souriant, et elle voit à travers ce sourire satisfait et gorgé d'ego, elle voit la fin d'une génération entière, d'un continent entier. Alors elle se saisit d'une pierre et elle la balance au visage d'un de ces hommes. Et finalement, ce geste libérateur, ce geste prométhéen, ce geste premier, finalement, va symboliser un peu toute la colère d'une grande partie de l'électorat français et européen qui se dit que nous avons vraiment déraillé et qu'on a perdu la bonne direction. Ça, c'est Aurore Henry. Évidemment, elle va aller en prison, mais nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et donc, grâce... Elle devient une martyre, en quelque sorte. Elle devient une martyre, une rebelle. Une star avant de sortir. Hein. Ouais, une idole, tout de suite, c'est ça. Une sorte de Greta Thunberg instantanée, multipliée par la puissance de tous les réseaux sociaux. Et là, évidemment, elle va avoir le pied à l'étrier. Le monde ne va pas l'oublier à sa sortie de prison. Elle va commencer un tour de l'Europe pour aller rencontrer ces laissés-pour-compte de la mondialisation, ces laissés-pour-compte du progrès. Et elle va fédérer énormément. Et là, ça va être un véritable plébiscite pour ces idées qui sont modernes, qui sont un peu plus de féminisme, un peu plus d'écologie, un peu plus de respect, d'harmonie, et réaffirmer vraiment la culture européenne. Un beau programme à la base, en tout cas. En même temps, ce qui m'a surpris, ce qui pourrait être contesté par les politiques aujourd'hui, c'est que peut-être ce démantèlement de l'Europe, il entraîne son effondrement. Si on écoute Boris Johnson ou chez nous ceux qui seraient partisans d'un French exit, je ne sais pas comment on dit.
Ouais, un Frexit. Un Frexit, pardon. Il vous dirait qu'au contraire, non, ça nous sauverait, ça nous libérait. Or, dans votre livre, le démantèlement de l'Europe, ça entraîne le chaos total. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de travail, d'énergie, de nourriture, d'électricité. Ça devient vraiment le chaos. Ça serait vraiment le chaos s'il n'y avait plus d'Europe ? Alors, comme vous le dites, si vous voulez, à la fois Boris Johnson ou les partisans chez nous du Frexit, tout comme Marine Le Pen ou Asselineau, en effet, sont, vous l'avez dit très justement, des partisans. Donc, on peut supposer à partir de là que leur projection pour une sortie dure de l'Union européenne n'est peut-être pas tout à fait objective. Si on regarde en effet que nous sommes tous interdépendants, tout comme un corps humain dans lequel tous les organes dépendent les uns des autres, oui, nous sommes dépendants à plusieurs niveaux, d'un point de vue économique, ça va de soi, énergétique et surtout alimentaire. Si demain nous ne représentons plus une grande puissance et que les Russes décident par exemple de ne plus alimenter les gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2 qui alimentent l'Europe à ce jour à une hauteur de 30%, mais qui devraient dans le futur atteindre quasiment 50%, imaginez ce qu'il adviendrait de nous, puisque si nous ne représentons plus une grande puissance économique, nous n'avons plus les moyens de payer. Et la Russie, évidemment, réservera ses richesses à ceux qui ont les moyens, diplomatiquement tout d'abord et économiquement, de s'attirer ses faveurs. Et donc, imaginez ensuite que nous ne bénéficions plus du pétrole arabe, avec quoi nous chauffer. Et donc, j'ai imaginé un hiver polaire, tout comme il y avait eu dans les années 30. Imaginez maintenant une France où il n'y a plus de pétrole, où il n'y a plus de gaz, où les centrales électriques ne suffisent évidemment pas à couvrir la demande. Imaginez rajoutez à cela le fait que nous sommes d'un point de vue alimentaire en Europe tous très dépendants. L'Espagne se charge d'exporter évidemment beaucoup des fruits et légumes. La Pologne est responsable d'une grande partie des autres exportations. En France, nous sommes assez chanceux. Ceci dit, nous avons un accès à la mer, nous avons des terres... On a un peu tout. Nous avons un peu de tout, exactement. Néanmoins, pas assez pour couvrir les besoins de toute une population. Eh bien, si là-dessus, vous imaginez un hiver extrêmement polaire, tout comme il y a eu au moment de 1929, vous ajoutez à ça une grande crise économique comme celle de 29, et vous avez une situation que l'on dépensait impossible en Europe, la famine, la faim, le froid. On peut avoir vraiment des centaines de milliers de morts. Soudain, si nous n'avons plus l'énergie ni l'alimentation, une crise économique là-dessus, c'est d'une fragilité sans nom, bien sûr. Alors, ce qui est fort, je trouve, avec ce livre, c'est que là, on a une discussion finalement qui pourrait ressembler à un débat de politique sur un plateau de télévision, sauf que vous le mettez dans une forme romanesque, avec un personnage à qui il arrive des aventures, des histoires de guerre, d'amour. Enfin, c'est un vrai roman populaire. Pour vous, c'était important d'utiliser cette forme-là. Vous auriez pu faire un livre un peu politique, un document, imaginer le futur de l'Europe avec une dictatrice. Vous aviez envie de faire un livre, j'allais dire, tout public ? En tout cas, c'est un véritable roman, c'est une véritable saga humaine, inhumaine aussi par certains aspects. L'histoire d'Aurore Henry, oui, elle est terrible parce qu'on a envie de l'aimer. Cette femme, on s'attache à ses fêlures notamment. C'est une femme donc blessée, on l'a dit, en colère. Une femme qui ne connaît pas sa mère surtout et donc qui cache un véritable manque, qui est obsédée par l'idée de retrouver cette génitrice originelle, celle qui ne l'a jamais vue, qui ne la reconnaît pas puisqu'elle est née sous X. Et cet inconnu, on va dire, va torturer Aurore Henry et on a envie quelque part qu'elle retrouve sa mère et on a envie de la détester et qu'elle n'y arrive jamais. Cette femme qui va devenir excessivement cruelle, dont les intentions étaient pures au début, qui voulait vraiment redonner au peuple européen sa grandeur, qui voulait rendre tout le monde l'égalité parfaite entre les citoyens, rendre tout le monde heureux, déclarer le bien public, et qui finalement va faire le mal, va sombrer dans la folie, va devenir extrêmement violente. C'est très romanesque, je trouve, ce double caractère-là, cette adoration et cette détestation pour ce personnage. Et en effet, on transforme Paris en capitale d'un nouvel empire. C'est extrêmement jouissif. Il n'y a que le roman qui peut nous offrir cette liberté. Imaginez l'Opéra de Paris qui devient la nouvelle chancellerie de la nouvelle capitale. Imaginez le Grand Palais qui devient le lieu de la cérémonie du règne, avec des grandes cérémonies comme on en avait au temps du nazisme, des sacres du printemps complètement gigantesques, pharaoniques,
Il n'y a que Paris, finalement, pour ville qui serait bonne pour une ville pharaonique. Ouais. Qu'est-ce qu'elle devient, la culture, dans le monde de la dictatrice, à court, à moyen terme? Est-ce qu'on lit encore des livres? Alors oui, bien sûr, on lit énormément. On réaffirme, sous le règne de la Nouvelle Europe, sous Aurore Henry, on réaffirme la culture eunomique. Ouais. L'eunomisme, qu'est-ce que c'est? C'était la doctrine de Sparte, qui veut dire l'ordre bien réglé, l'harmonie et la bonne gestion. Il y a quelque chose d'assez rigide là-dedans. Et donc, sous Aurore Henry, on réinvente la culture eunomique, avec la littérature eunomique, l'histoire eunomique, l'enseignement eunomique, la cuisine, l'amour, les relations sexuelles eunomiques. Tout rentre dans le cadre, tout l'individu privé entre dans le cadre de cette doctrine-là. Et donc, on lit, mais que des œuvres, évidemment, qui correspondent à la doctrine, c'est-à-dire des œuvres qui vont enrôler les jeunes esprits, des œuvres qui vont plébisciter l'esprit européen, qui vont mettre en avant la grandeur de l'eunomisme, de l'esprit européen et notre grandeur de peuple. Tout ce qui n'est pas dans ce cadre-là est interdit. Tout comme d'ailleurs, tous ceux qui sont déclarés des excluants, c'est-à-dire ceux qui ont des pensées négatives, des paroles négatives, et donc qui veulent empêcher le grand mouvement collectif de la marche en avant vers le bonheur, eh bien tous ces gens-là qui sont dysfonctionnels sont envoyés en camp de rééducation eunomique. Quand je vous écoute, Diane, j'ai l'impression que ce monde existe vraiment, que ça vous habite. C'est un peu comme quand on écoute des émissions Secrets d'Histoire à la télévision, et que les historiens vous parlent de quelqu'un qui est mort il y a 300 ans, et ils vous en parlent comme s'il l'avait rencontré la veille. Vous, j'ai l'impression que ce monde, cet univers que vous avez créé, il vous habite d'une certaine manière, que vous l'habitez depuis plusieurs années. Vous l'avez mûri longtemps, cette histoire et ce monde-là. Est-ce que vous saoulez pas un peu votre entourage avec le monde de... Est-ce que vous faites pas peur un peu à vos proches avec le monde de la dictatrice depuis quelques mois, quelques années déjà? Tout le monde m'a tourné le dos. Je n'ai plus personne dans ma vie, mais c'est pas grave. Ils reviendront, ils seront obligés. Non. C'est un livre que j'ai mûri longtemps, c'est vrai, qui m'habite qui m'a habité pendant 2 ans et demi, 3 ans peut-être, que j'ai mis 2 ans à écrire en tout cas. C'était nécessaire pour créer tout cet univers, créer à la fois ce personnage très complexe, mais vraiment tout cet univers, redessiner une nouvelle géographie à l'Europe, réinventer complètement une nouvelle hiérarchie politique, une nouvelle forme de culture, un nouveau projet, et puis redessiner aussi la carte de l'Europe, puisque finalement certaines scènes d'Aurore Henry, elle va aller faire appel au grand géant russe, elle va faire appel au maître de l'Est, qui est le personnage dirigeant de la Russie, qui est un personnage très haut en couleur aussi, très trouble dans le roman. Il a fallu construire tout cela. Quant au deuxième aspect de la question, à savoir si je n'ai pas saoulé mon entourage, je vois mon éditrice qui est dans la salle, qui nous regarde du coin de l'œil, qui en effet manque de tourner de l'œil puisqu'elle n'en peut plus de m'entendre parler de cela. Puis j'ai eu la mauvaise idée d'appeler ma dictatrice comme du prénom d'une de ses filles, donc c'est absolument affreux pour pour mon éditrice qui doit m'en vouloir à vie, je pense. Mais pour les autres personnes, non, j'ai voulu le garder pour moi, ce sujet. Ouais. Je n'en ai absolument pas parlé tant que je l'écrivais, comme si j'avais besoin d'être en tête-à-tête avec Aurore Henry. Vous savez, se mettre dans la tête d'une dictatrice, se mettre dans la tête d'un personnage destructeur, fort, fou, génial aussi, qui a un côté très proche de Napoléon également, qui est une grande stratège. Il faut vraiment la regarder en face pour se plonger dans les racines du mal. C'était une écriture qui s'est fait presque en tête-à-tête, donc je l'ai tenue quasiment secrète à mes amis, à mes proches, à mon conjoint. Ouais. C'était très fort, et c'est vrai que cet univers est livré là au lecteur maintenant avec beaucoup d'émotion. Est-ce que vous avez envie Qu'est-ce que vous avez envie de procurer au lecteur avec ce livre-là? On passe un bon moment, il y a de l'émotion, il y a de l'action, il se passe plein de choses. C'est aussi un objet de réflexion d'une certaine manière. Je ne sais pas si on va organiser des conférences autour du monde de la dictatrice, mais qu'est-ce que vous aimeriez que les lecteurs en retiennent en face? Je pense qu'il y a une sorte de mise en garde, peut-être. La dictatrice nous tend un miroir à notre époque, et c'est ça qui est très dérangeant. Elle tend un miroir à notre époque politique, à sa vacuité. Elle tend un miroir à tous ceux qui peut-être veulent fermer les yeux et se dire ça passera. Je ne vais pas me rebeller, je ne vais pas essayer de réfléchir. C'est un réveil aussi pour essayer de repenser le monde. C'est une mise en garde pour les plus jeunes, puisque la jeunesse a besoin
se politiser, très clairement, pour ne pas justement que nous sombrions dans l'exclusion, dans les droites trop fortes, trop dures, trop excluantes. Mais d'un autre côté, on le voit bien, la jeunesse, elle est soumise à la tentation de l'extrême, toujours par définition, qu'elle soit communiste, qu'elle soit nazie ou qu'elle soit eunomique sous la dictatrice. Et c'est une mise en garde contre justement la ferveur de cette jeunesse qui peut se retourner contre elle. C'est une mise en garde aussi contre les médias qui fabriquent des idoles, des stars de manière instantanée, oui, grâce aux réseaux sociaux notamment, qui vont mettre en avant des personnalités comme Donald Trump, mais pas que, des personnalités très dangereuses. Adolf Hitler qui avait fait la couverture du Time Magazine en 1938 comme personnalité de l'année, en même temps que Staline, une autre année, mais vous imaginez. Et aujourd'hui, Aurore Henry, d'ailleurs, fera la couverture du Time. C'est un peu cette mise en garde-là, finalement. Et aussi, c'est un miroir tendu, je crois, à chaque femme, tout d'abord, qui se dit, finalement, le monde sera plus en paix le jour où les femmes le gouverneront, en étant vraiment sûres. C'est un miroir tendu contre, finalement, cette idée que la femme est meilleure que l'homme, est plus douce, plus naturelle, et à tous ceux qui pensent, en effet, qui auraient tendance à parfois avoir envie de balancer notre époque dans l'extrême, se dire, de toute façon, tous pourris, de toute façon, ça sert à rien, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on change ? Je crois que pour tous ces gens-là, la dictatrice est un bon miroir pour montrer que, justement, il suffit qu'un seul d'entre eux refuse d'être celui qui va jeter cette pierre ou empêche que cette pierre ne soit jetée pour que, finalement, tout autour de nous ne soit pas détruit. Diane, ce podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Et c'est une question, pas piège, hein, mais c'est presque l'exercice de philo que je soumets à tous mes invités. Pour vous, Diane, est-ce que les gens qui lisent sont plus heureux ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça dépend de ce qu'on lit. Ouais. Tout d'abord, est-ce qu'on lit véritablement pour être heureux ? Non, je ne pense pas. Je crois qu'on lit pour être plus épanoui, pour se questionner, pour se faire peur parfois aussi. Je crois qu'on lit pour se sentir vivant, pour avoir des sensations, pour avoir une vie plus grande que la nôtre, pour tester d'autres existences plus grandes, plus malheureuses, plus enviables que la nôtre. Je crois que la lecture, c'est la grande métaphorisation de notre être. Finalement, on le transporte ailleurs. Je ne suis pas sûre qu'on soit forcément plus heureux. On est plus épanoui, en tout cas plus plein de toutes ces autres existences. En tout cas, ça, c'est certain. La lecture, elle occupe une place centrale dans votre vie depuis toujours. C'est venu au fur et à mesure. Est-ce que vous avez eu des passeurs dans votre jeunesse ? Comment est-ce que vous êtes venu à la lecture ? Assez tardivement, en travaillant en candidat libre, mon programme du baccalauréat littéraire, ouais, figurez-vous. Au programme, cette année-là, il y avait évidemment la République de Platon, c'était la philosophie, il y avait Kant, la métaphysique des mœurs, mais il y avait aussi Camus, Chauderlot de Laclos, Les liaisons dangereuses. Il y avait Hervé Bazin, Vipère au poing. Et ces livres ont été... et il y avait évidemment, bien sûr, en théâtre, il y avait du Racine et du Corneille. Et alors, ça a été une véritable révélation. Je crois que je n'avais pas ouvert un livre auparavant, jusqu'alors. Je suis d'une famille où il n'y avait pas de livre à la maison. Je suis la première à avoir mon baccalauréat. C'est vrai ? Ouais, je suis la première à avoir le bac. C'est quoi vos parents ? J'ai été élevée par mes grands-parents. Par vos grands-parents ? Qui étaient importateurs de tapis d'Orient et de meubles français du XVIIIe siècle, d'Antiquité. Mais qui savaient à peine lire et écrire. Donc la lecture m'est apparue vraiment par ces divers titres qui ont été comme des révélateurs, qui ont été très forts, très choquants, notamment La Plume de Camus, évidemment, grand homme, grandes idées, c'est tout ce qu'il faut pour une âme adolescente. Et La République de Platon a été, du point de vue philosophique, une révélation sur justement cette idée du réveil nécessaire, au monde des idées, du réveil nécessaire à la réalité qui parfois peut se cacher sous un univers d'ombre, de mots, de mensonges. C'est d'ailleurs peut-être un peu ce qu'on retrouve dans La Dictatrice. Ouais. Donc finalement, oui, c'est un livre qui puise dans vos premières lectures, dans les livres qui vous ont fait aimer les livres. Oui, clairement. C'est une continuité logique. Clairement, parce qu'à bien y réfléchir, je crois que le personnage d'Aurore Henry peut être une Bérénice, peut-être le personnage d'une tragédie de Racine ou de Corneille. Elle peut être une Andromaque assez fortement aussi. Je crois qu'il y a aussi cette notion, oui, très, très
Elle est l'héritière peut-être de Kant, au sens du bien et du bien absolu que l'on veut déclarer pour tous. Elle est l'héritière de cette allégorie de la caverne et de la république parfaite et idéale qu'elle souhaite élaborer. Elle est aussi celle qui va être le Jean-Baptiste Clamence de la chute de Camus, celle qui veut crier dans le désert pour dire au peuple de se réveiller. Et elle est surtout celle aussi, en effet, d'Hervé Bazin, qui tient cette vipère au poing contre une mère qu'elle ne connaît pas, mais contre laquelle, justement, elle nourrit beaucoup de haine, puisqu'elle a abandonné et qu'elle n'est pas là pour la couvrir de son amour. Donc, en effet, on retrouve ces lectures originelles et certainement beaucoup d'autres en route, ouais. Les livres, ils vous accompagnent toujours beaucoup aujourd'hui? Est-ce que vous lisez tout le temps? Est-ce que vous lisez plusieurs livres à la fois? Quel genre de lectrice vous êtes? Une lectrice dissipée. C'est vrai? Oui, je lis peu de romans contemporains, en tout cas, c'est certain. Pourtant, votre écriture, votre façon de composer ce roman est très moderne, très actuelle. Ah, c'est gentil, merci. Pourtant, je ne me nourris presque exclusivement que de prose beaucoup plus ancienne. J'aime beaucoup lire le théâtre grec, j'aime beaucoup lire la littérature médiévale, la littérature perse, Khalil Gibran, notamment libanaise, beaucoup d'horizons très divers, très différents. La littérature contemporaine latino-américaine, oui. Occidentale m'intéresse beaucoup moins. C'est vrai, pourquoi? Peut-être par ce souci peut-être trop du soi que l'on retrouve dans le choix des sujets, peut-être par son manque de diversité et dans un certain appauvrissement de la langue que je trouve aussi. Dans la littérature latino-américaine, il y a quelque chose de charnel, de très incarné. On ose la métaphore ou l'image presque naïve. Vous pensez à quels écrivains, par exemple? Vargas Llosa, je sais pas. C'est plus une généralité, un trait commun, vraiment, qu'on peut retrouver. D'abord quelque chose de très politique, ensuite, très politisé, ce qui me parle beaucoup. Pour vous, il y a de la politique dans tout, dans tous les livres. Tous les livres font un peu de la politique d'une certaine manière. Oui, bien sûr, je crois, non? Y compris ceux qui n'en font pas. C'est le grand credo d'Aristote. L'homme est un animal politique. Ouais. C'est le début de toute la philosophie grecque. J'ai tendance à le croire. La femme aussi. Donc la femme est un animal politique. Sûr, la femme est un animal politique. Ouais. Vous savez que on est comme, vous le savez, on est dans une époque post-MeToo avec un nouveau féminisme très très fort. L'image que vous donnez de la femme politique potentielle n'est pas forcément dans l'air du temps. Est-ce qu'elle est à contre-courant? Vous pensez que vous êtes plus dans le vrai que les mouvements féministes du moment? On se pense toujours dans le vrai, de toute façon. En tout cas, je questionne. J'ai eu envie de questionner vraiment les mouvements actuels, les mouvements féministes. Évidemment, le féminisme est nécessaire, faut-il le rappeler. En tout cas, l'humanisme est nécessaire. L'égalité de traitement entre les êtres humains est bien évidemment déjà très en retard, finalement. Il y a longtemps que nous l'attendons. Évidemment, la libération de la parole, qui ont été trop longtemps victimes silencieuses, est nécessaire et je la soutiens totalement. Mais en effet, dans la conceptualisation, peut-être aujourd'hui, du rapport homme-femme et du rapport de la femme à elle-même, je crois qu'il y a peut-être un besoin d'un questionnement salutaire sur, en effet, cette croyance que le monde sera en paix lorsque les femmes le gouverneront. Non, montrer que la femme peut être violente comme un homme, peut être violente envers d'autres femmes aussi. Je crois que c'est une réalité, on a besoin de le questionner. Peut-être montrer qu'en effet, cette tendance peut être aujourd'hui à vouloir proposer la femme comme victime perpétuelle de l'homme et du patriarcat. C'est une manière, quelque part, une fois de plus, de la replacer dans un statut d'infériorité. Si elle est une victime, si elle est à protéger tant que ça, c'est bien qu'elle est inférieure, c'est bien qu'elle est fragile. Je crois que c'est bon de questionner toutes ces choses-là et que si la femme est vraiment libre, elle peut prendre des coups elle aussi, elle en donne elle aussi. Elle fait partie de la bataille de l'histoire. J'ai vu une interview de vous où la question vous était posée par un écrivain très sympathique. Est-ce que vous aimeriez en faire une série de la dictatrice ou un film? Ce serait tentant, non? C'est très tentant. D'ailleurs, nous avons reçu déjà quelques propositions pour cela. Ça serait formidable, en effet, de voir cet univers que j'ai conçu dans un livre
me dépasser totalement, que d'autres s'en emparent, lui donnent une forme, un contenu, et finalement la dictatrice finisse par m'échapper et me dépasser. Ça vous dérangerait pas? Vous n'aimeriez pas être la scénariste du film ou de la série? Mais quel beau pied de nez, justement, pour un livre qui s'appelle La dictatrice, qu'elle prenne le pouvoir sur moi et qu'elle m'éjecte complètement de son avenir. Moi, je trouve ça beau. Je pensais pas, je ne verrais pas forcément les choses comme ça. Je serais heureuse de la voir comme ça, évoluer sans moi et de me dire, mais regardez-moi celle-là. Sur la couverture, elle n'a pas de visage. Si on faisait un film ou une série, forcément, elle serait interprétée. Il faudrait une comédienne quand même qui a de l'aplomb, qui a un certain charisme. Vous y avez pensé déjà au visage qui pourrait apparaître sur... Une comédienne anglo-saxonne, plutôt. Forcément. Moi, j'aimerais beaucoup... Pour jouer Aurore Henry, une anglo-saxonne. Une anglaise, j'aimerais beaucoup. Oui. J'ai oublié le nom de l'actrice formidable qui fait le rôle de Dana Harris dans Game of Thrones. Et d'ailleurs, beaucoup de lecteurs, beaucoup de lectrices... Emilia Clarke. Absolument, une femme comme ça. Beaucoup de lectrices m'ont dit que Aurore Henry leur faisait penser à Dana Harris. Donc, je n'ai jamais vu Game of Thrones. Ne me spoiliez pas la série tout de suite. Non, mais par contre, chez vous, il n'y a pas de dragon. Mais attendez, on n'est pas à l'abri d'un tome 2. Ah oui, peut-être qu'elle va faire revenir des dragons. Mais vous n'en savez rien. Mais, c'est Aurore le dragon, en fait. C'est vous qui le dites. Donc pourquoi pas avec Emilia Clarke. Un rêve absolu, ou tellement d'autres actrices fantastiques. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai du mal à lui donner un visage. Pour moi, c'est une femme puissante, infinie. Lui donner un visage dès maintenant, ça serait quelque part lui donner une finitude. Mais je serais heureuse de l'avoir incarnée par une femme belle, forte, borderline, complètement sur le fil. Vous allez encore écrire sur les femmes par la suite ? Vous pensez ? La vie est longue, en tout cas, je l'espère. Je pense que je commettrai d'autres livres sur les femmes, ouais. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. Écoutez, merci beaucoup Diane pour ce petit moment autour de La dictatrice qui est paru chez Flammarion. Merci. Qui connaît déjà un beau succès, qui est vraiment un super livre pour ceux qui aiment le roman, l'histoire et la politique et les grandes femmes de l'histoire, réelle ou de fiction. On ne sait pas, on verra bien dans quelques années. Je vous dis merci, puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Diane. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.